Ramassez ça par terre. Tout de suite. » La patronne souriait, triomphante. La serveuse ne bougea pas, la regarda droit dans les yeux, et ce qu'elle fit ensuite paralysa tout le monde. Cette nuit-là, tout le restaurant allait découvrir une vérité incroyable. Le salon principal du restaurant Le Dôme d'Or brillait sous la lumière de 3 immenses lustres de cristal suspendus au plafond voûté. C'était l'établissement le plus exclusif de Paris, où un simple dîner pouvait coûter l'équivalent d'un mois de nourriture pour une famille modeste. Les tables étaient dressées de nappes importées. La vaisselle était en porcelaine fine, et chaque verre de vin valait plus que le salaire quotidien de ceux qui le servaient. Camille Dubois marchait entre les tables, le plateau parfaitement équilibré sur sa main droite. Elle travaillait au Dôme d'Or depuis presque 2 ans et, bien que ses pieds lui fassent mal après chaque service de 12 heures, elle ne se plaignait jamais. Elle ne pouvait pas se permettre ce luxe. À la maison, sa mère Espérance l'attendait, le cœur de plus en plus faible et une montagne de factures médicales qui s'accumulaient sans pitié. Ce soir-là, le restaurant était particulièrement plein. Une célébration importante occupait le salon principal, l'anniversaire de mariage de M. Léonard Beaumont, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la région, propriétaire de la chaîne d'hôtels Beaumont. Il avait réservé tout l'espace pour honorer son épouse, Régina Beaumont, une femme dont la réputation la précédait comme une sombre ombre. Camille avait entendu des histoires sur Régina. Toutes les serveuses les connaissaient. On disait qu'elle avait fait pleurer des serveuses dans d'autres restaurants, qu'elle aimait humilier ceux qu'elle considérait inférieurs, que sa langue était plus acérée que n'importe quel couteau de cuisine. Mais Camille n'avait jamais eu à la servir directement jusqu'à ce soir-là. « Camille, table principale », lui dit M. Martin Lefebvre, le gérant, avec une expression nerveuse. « Et s'il vous plaît, que tout soit parfait, je ne veux aucun problème avec Madame Beaumont. » Camille acquiesça, respira profondément et se dirigea vers la table centrale où Régina trônait comme une reine. À ses côtés, Léonard Beaumont conversait avec quelques invités, apparemment étranger à l'aura de tension que son épouse générait autour d'elle. Régina était une femme qui imposait sa présence. Ses bijoux brillaient presque autant que les lustres du plafond, et ses yeux parcouraient le salon avec ce regard qui évalue et méprise simultanément. Quand elle vit Camille s'approcher, ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui n'atteignait pas un sourire. « Enfin, » dit Régina d'une voix qui fendait l'air. « Nous attendons depuis des siècles. Ne savez-vous pas que nous avons des invités importants ? » « Excusez le retard, madame, » répondit Camille, gardant un ton professionnel tout en plaçant les assiettes avec précision. « Le salon est complet ce soir, et nous faisons de notre mieux. »« De votre mieux ?» Régina laissa échapper un rire méprisant. « Si c'est votre meilleur effort, je n'ose imaginer le pire. » Quelques invités rirent, mal à l'aise. Léonard ne leva même pas les yeux de sa conversation. Camille sentit la chaleur monter à son cou, mais elle garda son calme. Elle avait appris à ravaler sa fierté pour sa mère, pour les médicaments, pour survivre. Elle continua de servir en silence, se déplaçant avec la grâce que seules des années de pratique peuvent donner. Chaque plat à sa place exacte, chaque verre rempli au niveau précis. Camille était excellente dans son travail, bien que personne à cette table ne semblât le remarquer. C'est alors que cela se produisit, alors que Camille se penchait pour servir la soupe du chef Rémi Girard, la fierté culinaire du restaurant, Régina bougea brusquement son bras, comme si elle faisait un geste dramatique pendant sa conversation. Le mouvement heurta la cuillère en argent posée à côté de son assiette, la projetant en l'air. La cuillère tomba sur le sol de marbre, avec un son métallique qui sembla résonner dans tout le salon. Plusieurs convives se retournèrent. Le silence se répandit comme une vague de la table principale vers le reste du restaurant. Camille fit instinctivement le geste de se pencher pour ramasser la cuillère. C'était son travail, après tout, de tout garder impeccable. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, la voix de Régina l'arrêta net. « Non, non, non » dit Régina en levant une main aux ongles parfaitement manucurés. « Attendez » Camille resta immobile, sans comprendre. Régina prit une autre cuillère de la table, l'examina théâtralement sous la lumière du lustre, puis, avec un sourire à glacer le sang, la laissa tomber elle aussi par terre. Le deuxième tintement métallique fut comme un coup de feu dans le silence. « Oups » dit Régina sans une once de remords. « Comme je suis maladroite ce soir » Les rires nerveux s'éteignirent. Personne ne savait exactement ce qui se passait, mais tous sentaient que quelque chose de grave se préparait. Maintenant, oui. Régina s'adossa à sa chaise, croisant ses bras ornés de bracelets en or. Ramassez ça par terre. Camille regarda les 2 cuillères sur le sol de marbre. Puis elle regarda Régina. Quelque chose dans l'expression de cette femme lui disait qu'il ne s'agissait pas de cuillères. Il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait de montrer qui commandait. « Bien sûr, madame. » Camille se pencha avec dignité et ramassa les 2 cuillères. Elle les plaça sur son plateau et offrit un sourire professionnel. « Je vous apporte des couverts propres immédiatement. » Elle pensait que ce serait tout. Elle pensait avoir géré la situation avec grâce.
Elle avait tort. Où croyez-vous aller? La voix de Regina l'arrêta alors qu'elle n'avait fait que 2 pas. Camille se retourna lentement. Cherchez de nouveaux couverts, madame. Je ne vous ai pas demandé ce que vous alliez faire, je vous ai demandé où vous croyez aller. Regina se leva, et ce fut comme si tout l'oxygène avait quitté le salon. Savez-vous combien coûte chacune de ces cuillères? Plus que ce que vous gagnez probablement en 1 mois. Le restaurant entier était plongé dans un silence absolu. Même la musique de fond semblait s'être éteinte. Tous les regards étaient fixés sur la scène qui se déroulait près de la table principale. Et vous les prenez avec vos mains sales, et les jetez sur un plateau, comme si elles ne valaient rien. Regina fit un pas vers Camille. « Madame, je ne faisais que les ramasser pour... » « Je vous ai donné la permission de parler ?» Camille ferma la bouche. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage restait serein. Elle avait appris cela de sa mère. Quand le monde vous frappe, ne leur donnez pas la satisfaction de vous voir tomber. Regina prit une 3e cuillère de la table, la tint devant le visage de Camille, si près que la jeune femme pouvait voir son propre reflet déformé dans le métal poli. « Je veux que vous compreniez quelque chose. » Regina parla lentement, savourant chaque mot. « Il y a des gens qui sont nés pour s'asseoir à ces tables, et il y a des gens qui sont nés pour servir. Vous, dit-elle en pointant Camille avec la cuillère, appartenez au second groupe, et il semble que vous ayez besoin que je vous le rappelle. » Elle laissa tomber la 3e cuillère par terre. Le son fut assourdissant dans le silence du restaurant. Maintenant, Regina se rassit, croisant les jambes avec une élégance étudiée. « Je veux que vous ramassiez cette cuillère, mais cette fois, je veux que vous le fassiez bien. Bien, madame. À genoux. » Un murmure de stupéfaction parcourut le salon. Plusieurs convives échangèrent des regards gênés. Une femme âgée à une table voisine secoua la tête presque imperceptiblement. Mais personne ne dit rien. Personne n'osa. Monsieur Martin Lefebvre, le gérant, apparut à côté de Camille avec une expression de panique contenue. « Madame Beaumont, je suis sûr que nous pouvons résoudre cela de manière... » « Résoudre ?» Regina ne le regarda même pas. « Il n'y a rien à résoudre. Je suis juste en train d'enseigner à votre employé la valeur des choses, le respect et la connaissance de sa place dans le monde. » Léonard Beaumont intervint finalement, bien que sans grande conviction. « Regina chérie peut être que ce n'est pas Léonard. » La voix de Regina devint de glace. « C'est notre anniversaire. Pourrais-tu me laisser profiter de la soirée à ma façon ?» Léonard baissa les yeux sur son verre de vin. Le message était clair. Il n'y aurait pas d'aide de ce côté-là. Regina reporta son attention sur Camille, qui restait debout, immobile, le plateau toujours entre les mains. « J'attends, » dit Regina. « Soit vous vous agenouillez et ramassez cette cuillère, soit vous pouvez dire adieu à votre travail. Je suis sûr que monsieur Lefebvre comprend que je n'ai pas l'intention de revenir dans un endroit où le personnel ne sait pas se comporter. » Martin pâlit. « Camille, murmura-t-il, s'il vous plaît, faites-le. Pensez à votre travail. » Camille regarda Martin, vit la peur dans ses yeux. Elle comprenait cette peur parce qu'elle la ressentait aussi. Elle pensa à sa mère à la maison qui l'attendait. Elle pensa aux médicaments qu'elle devait acheter la semaine suivante. Elle pensa aux factures de l'hôpital qui continuaient d'arriver sans pitié. Elle pensa à s'agenouiller. Ce ne serait qu'un instant. Ce ne serait que plier les genoux, ramasser un morceau de métal et en finir avec ce cauchemar. Qu'importait la fierté quand tant de choses étaient en jeu. Elle commença à s'abaisser. Ses genoux se plièrent à peine de quelques centimètres. Tout le salon retint son souffle. Regina souriait avec une satisfaction anticipée, savourant sa victoire. Mais alors Camille s'arrêta. Quelque chose en elle se brisa, ou peut-être, quelque chose en elle se répara enfin. Elle se souvint de la voix de sa mère des années auparavant, quand Camille n'était qu'une enfant et pleurait parce que d'autres enfants se moquaient de ses vêtements rapiécés. « Mon amour, » lui avait dit Madame Espérance, « la dignité est la seule chose que personne ne peut enlever. Seul toi peux l'abandonner. Et une fois que tu l'as abandonnée, il est très difficile de la récupérer. » Camille se redressa lentement, avec un calme qui la surprit elle-même, plaça le plateau sur la table la plus proche. Le son du plateau contre la nappe fut le seul bruit dans le restaurant silencieux. Tout la regardait, Regina avec une irritation croissante, les invités avec curiosité mêlée de crainte, Martin avec un désespoir absolu. Camille fit un pas vers Regina, puis un autre, jusqu'à se retrouver face à elle, à moins d'1 mètre de distance. « Que croyez-vous faire ?» La voix de Regina perdit de son assurance. Camille la regarda droit dans les yeux, sans haine, sans peur, juste avec une sérénité qui déconcerta tous les présents. « Madame Beaumont, » dit Camille d'une voix claire qui résonna dans chaque recoin du salon. « Je travaille dans ce restaurant depuis presque 2 ans. J'ai servi des centaines de personnes, certaines aimables, certaines difficiles, certaines grossières, mais jamais, de tout ce temps, personne ne m'a demandé de renoncer à ma dignité. » Regina ouvrit la bouche pour répondre, mais Camille continua. « Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Vous pouvez acheter ce restaurant entier si vous le souhaitez. Vous pouvez me faire licencier d'un claquement de doigts. » Camille marqua une pause. « Mais vous ne pouvez pas acheter ma dignité.
car elle n'est pas à vendre. Le silence qui suivit fut si profond que l'on pouvait entendre le battement des cœurs. « Je ne m'agenouillerai pas », dit finalement Camille. « Ni pour une cuillère, ni pour vous, ni pour personne. » Et alors, devant le regard stupéfait de tous les présents, Camille fit quelque chose que personne n'attendait. Elle retira son tablier, le plia soigneusement et le posa sur la table à côté du plateau. « Je démissionne », dit-elle simplement, et commença à marcher vers la sortie. Le restaurant resta paralysé. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Regina, pour la première fois de la soirée, avait perdu son sourire. Son visage était un masque de fureur et d'incrédulité. Comment osait-elle? Comment cette simple serveuse osait-elle la défier de la sorte? « Vous n'allez pas partir comme ça », cria Regina, sa voix brisée par la rage. « Vous m'entendez? Revenez ici tout de suite. » Camille s'arrêta. Elle se retourna lentement et ce qu'elle dit ensuite laissa tout le monde sans voix. Madame Beaumont. Sa voix était calme mais ferme. Ma mère m'a appris que les gens qui ont besoin d'humilier les autres pour se sentir grands sont en réalité les plus petits de tous. Ce soir, vous m'avez montré exactement qui vous êtes, et je vous ai montré qui je suis. Elle fit une petite révérence presque moqueuse. Profitez bien de votre dîner. Et elle sortit du restaurant. Mais ce que Camille ne savait pas, ce que personne dans ce salon ne savait, c'était qu'un vieil homme assis à une table dans le coin avait observé toute la scène en silence. Monsieur Aurélien Fournier n'avait pas touché à son repas, n'avait pas bu son vin. Il avait juste regardé avec des yeux qui avaient vu bien plus qu'il ne le laissait paraître. Et quand Camille franchit les portes du restaurant vers la nuit froide, Monsieur Aurélien sourit parce qu'il savait quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose sur Camille, quelque chose sur Regina, et quelque chose sur un secret enfoui depuis des décennies. Un secret qui était sur le point d'éclater au grand jour. L'air froid de la nuit frappa le visage de Camille comme une gifle de réalité. Les portes du restaurant Le Dôme d'Or se fermèrent derrière elle avec un bruit sourd qui sembla sceller son destin. Elle fit plusieurs pas avant que ses jambes ne commencent à trembler. Qu'avait-elle fait? Elle s'arrêta près d'un banc de pierre sur le trottoir et dut s'y agripper pour ne pas tomber. L'adrénaline qui l'avait maintenue debout pendant l'affrontement avec Regina commençait à s'estomper, ne laissant que le poids écrasant des conséquences. Elle avait démissionné sans y réfléchir à deux fois, sans calculer, sans mesurer l'abîme dans lequel elle se précipitait. Camille sortit son téléphone de ses mains tremblantes, l'écran affichait l'heure et aussi le rappel qu'elle avait programmé, acheter les médicaments de maman, les médicaments qu'elle devait acheter bientôt, des médicaments qui coûtaient presque la moitié de son salaire mensuel, un salaire qui n'existait plus. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues avant qu'elle ne puisse les arrêter. Ce n'étaient pas des larmes de regret d'avoir défendu sa dignité, c'étaient des larmes de terreur face à ce qui allait arriver. Comment expliquerait-elle à sa mère qu'elle était sans emploi? Comment paierait-elle les factures de l'hôpital? Comment survivrait-elle? Son téléphone vibra. C'était un message de Daniel Moreau, sa collègue de travail et seul ami au restaurant. « Camille, où es-tu? Martin est furieux. Regina a fait un scandale après ton départ. Elle exige que tu sois interdite d'entrer dans tous les restaurants de la ville. Elle dit qu'elle va te détruire. » Camille lut le message 3 fois, sentant chaque mot s'enfoncer dans sa poitrine comme une aiguille. Regina Beaumont avait le pouvoir de réaliser cette menace. Elle connaissait tout le monde, elle influençait tout le monde. Un mot d'elle pouvait fermer des portes que Camille ne savait même pas exister. Un autre message de Daniel. « Ce que tu as fait était incroyable. Tout le monde ici en parle. Certains clients ont applaudi quand tu es parti, même si c'était en silence. Mais fais attention, Regina n'est pas du genre à oublier. » Camille rangea son téléphone sans répondre. Elle n'avait pas de mots, pas d'énergie. Elle n'avait que le long chemin du retour et une mère qui l'attendait, sans savoir que son monde était sur le point de s'effondrer. Le trajet en bus dura 40 minutes qui semblèrent des heures. Camille regardait par la fenêtre sans rien voir vraiment, son esprit pris dans un tourbillon de pensées sombres. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le sourire cruel de Regina. Elle entendait sa voix lui ordonnant de s'agenouiller. Elle sentait les regards de tous ses convives qui n'avaient rien dit, qui n'avaient rien fait. Quand elle descendit du bus, le quartier où elle vivait l'accueillit avec son mélange familier de bruit et d'odeur. C'était un quartier modeste, avec de petites maisons et des rues non pavées, mais c'était son foyer, le seul qu'elle ait connu. La lumière du salon était allumée. Sa mère était toujours réveillée, l'attendant comme chaque nuit. Camille s'arrêta devant la porte, incapable d'entrer. Comment pouvait-elle regarder sa mère dans les yeux et lui dire la vérité? Madame Espérance avait tout sacrifié pour elle. Elle avait travaillé à nettoyer des maisons étrangères jusqu'à ce que son cœur ne puisse plus. Elle avait vendu ses quelques bijoux pour payer l'école de Camille. Elle avait eu faim pour que sa fille mange. Et maintenant Camille lui rendrait tout cela avec la nouvelle qu'elle était sans emploi. La porte s'ouvrit avant que Camille ne puisse décider quoi faire. « Ma petite !» Madame Espérance apparut sur le seuil, son visage ridé, illuminé par un sourire fatigué mais sincère.
Je t'ai vu par la fenêtre. Pourquoi n'entres-tu pas? Il fait froid. Camille franchit le seuil et la chaleur du foyer l'enveloppa. Cela sentait la cannelle et les herbes médicinales que sa mère prenait chaque soir. Cela sentait l'enfance, la sécurité, tout ce qu'elle était sur le point de perdre. Il s'est passé quelque chose? Madame Espérance examina le visage de sa fille avec ses yeux qui semblaient voir jusqu'à l'âme. Tu as les yeux rouges. C'est le froid, maman, juste le froid. Camille Dubois. La voix de Madame Espérance devint sérieuse. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Je t'ai allaité. Je t'ai soigné chaque fois que tu étais malade. Crois-tu vraiment que je ne sais pas quand ma fille ment? Camille s'effondra. Les mots sortirent entre des sanglots, se bousculant les uns les autres. Elle raconta tout. La célébration au restaurant, Régina Beaumont et ses bijoux étincelants, les cuillères tombant par terre une après l'autre, l'ordre de s'agenouiller, les regards de tous ces étrangers et sa décision de partir. Quand elle eut fini de parler, le silence emplit la petite pièce. Camille n'osait pas lever les yeux. Elle s'attendait à des reproches. Elle s'attendait à de la déception. Elle s'attendait à ce que sa mère lui dise qu'elle avait été stupide de laisser l'orgueil lui gâcher la vie. Mais ce qu'elle sentit, ce furent 2 mains chaudes prenant son visage, l'obligeant à lever les yeux. Madame Espérance avait les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. « Ma brave petite » murmura-t-elle d'une voix brisée par l'émotion. « Ma belle et brave petite. Maman, tu ne comprends pas. J'ai perdu mon travail. Je ne sais pas comment nous allons. Écoute-moi. » Madame Espérance l'interrompit avec fermeté. « J'ai vécu de nombreuses années. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai connu des gens qui avaient tout l'argent du monde, mais qui, à l'intérieur, étaient vides. Et j'ai connu des gens qui n'avaient rien, mais qui étaient riches en dignité. » Elle prit les mains de Camille entre les siennes. « Ce que tu as fait ce soir n'était pas une défaite, mon amour. C'était une victoire. La victoire la plus importante qui soit. Car il y a des batailles qui se gagnent en s'agenouillant, et il y a des batailles qui ne se gagnent qu'en restant debout. Tu as choisi de rester debout. Mais les médicaments, maman, les factures, comment allons-nous? Dieu pourvoira, dit Madame Espérance, en souriant avec cette foi inébranlable que Camille n'avait jamais réussi à comprendre pleinement. Il a toujours pourvu. Quand ton père nous a abandonnés, Dieu a pourvu. Quand je suis tombé malade, Dieu a pourvu. Et maintenant aussi, il le fera. Camille voulait la croire de tout son cœur. Elle voulait avoir la même foi, mais la peur était trop réelle, trop lourde, trop présente. Cette nuit-là, Camille ne put dormir. Elle resta à regarder le plafond de sa petite chambre, écoutant les bruits de la nuit et l'aboiement lointain d'un chien. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, son esprit calculait des chiffres. Loyer, électricité, eau, nourriture, médicaments. Les chiffres ne correspondaient pas. Sans son salaire, les chiffres ne correspondraient jamais. Elle pensa à chercher du travail le lendemain, mais les mots de Daniel résonnaient dans sa tête. « Régina va te détruire. » Dans une ville où tout le monde se connaissait dans le monde de la restauration, un mot de Régina Beaumont pouvait signifier la fin de n'importe quelle carrière. Quelles options lui restaient-il? Nettoyer des maisons comme sa mère l'avait fait pendant des décennies jusqu'à détruire sa santé? Travailler dans une usine pour un salaire qui suffirait à peine à survivre? Quitter la ville et abandonner sa mère malade? Les larmes revinrent, silencieuses cette fois, mouillant l'oreiller. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, au restaurant Le Dôme d'Or, la nuit prenait une tournure inattendue. Régina Beaumont n'avait pas cessé de parler depuis le départ de Camille. Sa voix aiguë résonnait dans le salon, chassant tout vestige de célébration. Les invités à son anniversaire regardaient leurs assiettes, mal à l'aise, souhaitant être n'importe où ailleurs. « Vous avez vu comment elle m'a parlé ?» Régina gesticulait dramatiquement avec son verre de vin en renversant quelques gouttes sur la nappe. « Vous avez vu comment elle a osé me regarder? Une simple serveuse, une moins que rien. Qui croit-elle être ?» Léonard Beaumont tentait de la calmer, mais ses efforts étaient comme des murmures contre un ouragan. « Régina chérie, c'est passé. Oublie ça et profitons de la nuit. » « Oubliez ça ?» Régina le regarda comme s'il avait prononcé un blasphème. « Oubliez ça ?» Cette femme m'a humilié en public, moi, Régina Beaumont. Je ne me reposerai pas tant qu'elle n'aura pas payé pour ça. Elle sortit son téléphone et commença à passer des appels là, au milieu du dîner. Elle appela des connaissances dans d'autres restaurants, des associés de son mari, quiconque pouvait l'écouter. « Je veux que cette Camille Dubois ne retrouve plus jamais de travail dans aucun restaurant de cette ville, » répétait-elle. « Ni serveuse, ni cuisinière, ni plongeuse. Qu'elle sache ce que signifie se mesurer à moi. » Les invités échangeaient des regards gênés. Certains commencèrent à prendre congé avec des excuses peu convaincantes. La célébration d'anniversaire s'était transformée en un spectacle de vengeance que personne ne voulait voir. Mais il y avait quelqu'un qui observait, quelqu'un qui était resté à sa table dans le coin pendant tout le scandale, sans dire un mot, sans toucher à son repas, sans détourner les yeux de la scène. Monsieur Aurélien Fournier. Le vieil homme était un homme au visage marqué par le temps, avec des rides qui racontaient des histoires que personne ne connaissait. Ses yeux, d'un brun profond,
avait cette qualité de voir au-delà de l'évident. C'était un client régulier du Dôme d'Or, toujours seul, toujours à la même table dans le coin, toujours mystérieux. Personne ne savait exactement qui était M. Aurélien. Certains disaient qu'il était un homme d'affaires à la retraite, d'autres murmuraient qu'il avait été quelqu'un d'important au gouvernement. Martin Lefebvre, le gérant, savait seulement qu'il payait généreusement, qu'il ne causait jamais de problème et qu'il méritait le meilleur service. Ce soir-là, M. Aurélien avait tout vu. Il avait vu les cuillères tomber une après l'autre. Il avait vu la cruauté calculée dans les yeux de Régina. Il avait vu le moment exact où Camille avait décidé de ne pas s'agenouiller. Et il avait vu quelque chose de plus, quelque chose qu'il avait laissé sans voix. Car M. Aurélien connaissait cette jeune femme, pas personnellement, pas directement, mais il la connaissait d'une manière que personne dans ce restaurant ne pouvait imaginer. Quand Camille sortit la tête haute, M. Aurélien vit sur son visage une expression qu'il avait déjà vue, il y a de nombreuses années, sur un autre visage, à une autre époque, dans une histoire qu'il croyait enterrée pour toujours. Maintenant, alors que Régina vociférait ses menaces au téléphone, M. Aurélien se leva silencieusement de sa table. Il laissa plusieurs billets sur la nappe, plus que suffisant pour couvrir l'addition et un généreux pourboire, et se dirigea vers la sortie d'un pas lent mais décidé. Martin Lefebvre l'intercepta près de la porte. « Monsieur Aurélien, j'espère que la situation de ce soir n'a pas gâché votre soirée. Je vous assure que l'employé sera cette jeune femme. » Monsieur Aurélien l'interrompit d'une voix douce mais ferme. « Comment a-t-elle dit qu'elle s'appelait ?»« Camille. Camille Dubois, monsieur. » Monsieur Aurélien répéta le nom à voix basse, comme s'il le savourait. « Dubois. Camille Dubois. La connaissez-vous, monsieur ?» Le vieil homme ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il posa une question qui laissa Martin perplexe. « Savez-vous qui était sa mère ou sa grand-mère ?»« Sa mère est vivante, monsieur. Espérance Dubois, je crois qu'elle s'appelle. Elle est malade du cœur, si j'ai bien compris. C'est pourquoi Camille travaillait tant pour payer les factures médicales. »« Espérance. » Monsieur Aurélien murmura le nom comme une prière. « Espérance Dubois. » Ses yeux s'humidifièrent presque imperceptiblement. « Vous allez bien, monsieur Aurélien ?» demanda Martin, sincèrement inquiet. Le vieil homme cligna des yeux, revenant au présent. « Oui, parfaitement bien. Dites-moi, avez-vous l'adresse de cette jeune femme ou un moyen de la contacter ?» Martin hésita. « Monsieur, je ne peux pas donner d'informations personnelles sur les employés, enfin les ex-employés. C'est contraire à la politique du restaurant. » Monsieur Aurélien acquiesça, compréhensif, sortit une carte de sa poche et la tendit à Martin. « Je comprends parfaitement, mais si jamais elle revient ou si vous avez un moyen de la contacter, je vous serai reconnaissant de lui donner ma carte. Dites-lui que monsieur Aurélien Fournier souhaite lui parler. C'est important. » Martin regarda la carte. Elle était simple, élégante, avec seulement un nom et un numéro de téléphone. Aucun titre, aucune entreprise, aucun indice sur qui était réellement cet homme mystérieux. « Je la lui donnerai si je la vois, monsieur. »« Merci. » Monsieur Aurélien mit son chapeau et se dirigea vers la sortie. Mais avant de franchir la porte, il s'arrêta et regarda en arrière, vers la table où Régina continuait de fulminer. « Une dernière chose, dit-il à Martin à voix basse. Cette femme, Régina Beaumont, croit qu'elle peut détruire qui elle veut avec son argent et ses contacts. Mais il y a des forces dans ce monde plus puissantes que l'argent. Et il y a des vérités enfouies qui ont l'habitude de refaire surface au moment le moins attendu. » Martin ne sut pas quoi répondre. Monsieur Aurélien sortit dans la nuit froide, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Il avait beaucoup à enquêter, beaucoup à confirmer. Et si ses soupçons étaient corrects, beaucoup à révéler. Car ce que monsieur Aurélien Fournier savait sur la famille Dubois était un secret gardé depuis des décennies, un secret qui impliquait des fortunes perdues, des promesses brisées, et une injustice si grande que sa révélation pourrait changer des vies pour toujours. Et tout avait commencé par une simple cuillère tombant sur le sol d'un restaurant. Le destin, pensa monsieur Aurélien en marchant vers sa voiture, a des façons très étranges de rendre justice. Très étranges, certainement. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles que Camille ait jamais vécus. Comme elle l'avait craint, les portes commencèrent à se fermer les unes après les autres. Chaque restaurant où elle laissait son CV, chaque café où elle demandait du travail, chaque hôtel où elle sollicitait une opportunité, la réponse était toujours la même. Un regard gêné, une excuse vague, « la place est déjà prise », qui sonnait faux. Régina Beaumont avait tenu sa menace. Camille le confirma lorsqu'elle visita le restaurant Le Belvédère, un endroit modeste où elle avait brièvement travaillé il y a des années. Le propriétaire, Monsieur Fabien Durand, un homme bonhomme qu'il avait toujours traité avec respect, l'a reçu avec une expression de douleur sincère. « Camille, ma fille, je voudrais t'aider, je le voudrais vraiment. » Monsieur Fabien parlait à voix basse comme s'il craignait que quelqu'un ne l'entende. « Mais j'ai reçu un appel. On m'a dit que si je t'embauchais, certains fournisseurs cesseraient de travailler avec moi et certains clients importants ne mettraient plus jamais les pieds chez moi. »« Qui vous a appelé, monsieur Fabien ?» L'homme baissa les yeux. «
Je ne peux pas te le dire, mais je crois que tu le sais déjà. » Camille le savait. Bien sûr qu'elle le savait. Elle quitta le belvédère, sentant le poids du monde sur ses épaules. Le soleil brillait fort, mais pour elle, tout semblait gris, opaque, sans espoir. Elle marcha sans but dans des rues qu'elle connaissait par cœur, passant devant des magasins et des commerces où une version plus jeune d'elle avait rêvé d'un avenir meilleur. Où étaient ses rêves maintenant? Son téléphone vibra. C'était Daniel. « Camille, j'ai des nouvelles. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises, mais j'ai besoin de te voir. Peux-tu venir au parc près du restaurant? Je suis en pause. » Une demi-heure plus tard, les deux amies étaient assises sur un banc à l'ombre d'un vieil arbre. Daniel avait l'air nerveuse, regardant de tous les côtés comme si elle craignait d'être observée. « Qu'est-ce qui se passe, Dani? Tu me fais peur. » Daniel sortit quelque chose de son sac. C'était une carte simple, élégante, avec seulement un nom et un numéro de téléphone. « Martin me l'a donné, » dit-elle. « Il a dit qu'un client l'avait laissé la nuit où tu es parti. Il voulait que je te la remette. » Camille prit la carte et lut le nom à voix haute. Aurélien Fournier. Le nom ne lui disait rien. Qui est-ce? Personne ne sait exactement. C'est un client régulier. Il vient toujours seul. Il s'assoit toujours à la même table dans le coin. Il paye très bien, ne cause jamais de problème. Mais personne ne sait qui il est vraiment, ni ce qu'il fait. Et pourquoi veut-il me parler? Daniel haussa les épaules. Je n'en ai aucune idée, mais Martin a dit que monsieur avait beaucoup insisté. Il a dit que c'était important. Et Camille, il y a autre chose. Quoi? Martin m'a raconté que monsieur Fournier lui avait spécifiquement posé des questions sur ta mère. Il a demandé s'il connaissait Espérance Dubois. Camille sentit un frisson parcourir son dos. Ma mère? Essima. Pourquoi un étranger poserait-il des questions sur ma mère? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, cet homme sait quelque chose, et je crois que tu devrais l'appeler. Camille regarda la carte pendant un long moment. Son instinct lui disait de faire attention. Mais une autre partie d'elle, cette partie désespérée qui cherchait n'importe quelle issue à sa situation, lui murmurait qu'elle n'avait rien à perdre. « Je vais y réfléchir », dit-elle finalement en rangeant la carte dans sa poche. Ce soir-là, après avoir servi le dîner à sa mère et s'être assuré qu'elle prenne ses médicaments, Camille s'assit dans la petite cour arrière de sa maison. Les étoiles brillaient au-dessus de sa tête, indifférentes à ses problèmes, éternelles dans leur silence. Elle sortit la carte et la contempla sous la lumière qui sortait de la fenêtre de la cuisine. Aurélien Fournier. Qui était cet homme? Que savait-il sur sa famille et pourquoi apparaissait-il juste maintenant, au moment le plus sombre de sa vie? Sa mère apparut à la porte de la cour, enveloppée dans sa robe de chambre habituelle. « Qu'est-ce que tu as là, ma petite ?» Camille hésita un instant, mais décida de ne rien cacher à sa mère. Il y avait déjà trop de secrets dans le monde. Elle lui parla de la carte, de l'homme mystérieux, des questions qu'il avait posées. Ce qu'elle n'attendait pas, ce fut la réaction de Madame Espérance. Sa mère pâlit, porta une main à sa poitrine, et pendant un moment terrible, Camille pensa qu'elle souffrait d'un autre épisode cardiaque. Mais ce n'était pas de la douleur physique qu'elle voyait sur le visage de sa mère. C'était autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la peur ou peut être à de la reconnaissance. « Maman, tu vas bien? Tu connais cet homme ?» Madame Espérance ne répondit pas immédiatement. Elle s'assit lentement sur la chaise à côté de Camille, ses mains tremblant visiblement. « Aurélien Fournier » murmura-t-elle presque pour elle-même. « Après tant d'années, tu le connais ?» Camille insista, son cœur battant fort. « J'ai connu quelqu'un de ce nom il y a longtemps, avant que tu ne naisses. » Madame Espérance ferma les yeux comme si elle voyageait dans un passé lointain. « Mais ça ne peut pas être la même personne. C'est impossible. Maman, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme ?» Madame Espérance ouvrit les yeux et regarda sa fille avec une expression que Camille n'avait jamais vue auparavant. Il y avait de la douleur là, il y avait des secrets et il y avait quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Il y a des choses que je ne t'ai jamais racontées, mon amour. Des choses sur mon passé, sur ton père, sur pourquoi nous vivons comme nous vivons. » « Quelle chose, maman ?» Mais avant que Madame Espérance ne puisse répondre, une quinte de toux l'interrompit. Camille courut chercher de l'eau et ses médicaments, et au moment où sa mère se remit, le moment était passé. Madame Espérance insista sur le fait qu'elle avait besoin de se reposer, qu'elle parlerait un autre jour, que ce n'était pas le moment. Camille l'aida à s'allonger, mais elle savait qu'elle n'obtiendrait pas plus de réponses ce soir-là. Sa mère avait fermé une porte qui venait à peine de commencer à s'ouvrir. Seule dans sa chambre, Camille prit une décision. Elle composa le numéro de la carte. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix masculine ne réponde. C'était une voix calme, profonde, avec ce ton que seules les années peuvent donner. « Bonjour, monsieur Fournier, je suis Camille Dubois. On m'a dit que vous vouliez me parler. » Un bref silence suivit ces mots, puis la voix parla avec ce qui semblait être une émotion contenue. « Camille, merci d'avoir appelé. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. Pourquoi voulez-vous me parler?
Comment connaissez-vous ma mère? Ce sont beaucoup de questions et toutes méritent des réponses, mais pas par téléphone. J'ai besoin de vous voir en personne. Pourriez-vous me rencontrer demain? Camille hésita. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de rencontrer un étranger. Je comprends votre méfiance, c'est prudent, mais je vous assure que mes intentions sont bonnes. Je veux juste vous parler, vous raconter une histoire. Une histoire que vous auriez dû entendre il y a longtemps. Une histoire sur... Sur quoi? Sur votre famille, Camille. Sur qui vous êtes vraiment, sur une injustice qui a été commise il y a de nombreuses années et qui n'a jamais été réparée. Le cœur de Camille battait si fort qu'elle était sûre que M. Aurélien pouvait l'entendre à travers le téléphone. Où voulez-vous que nous nous voyions? Il y a un café appelé Le Petit Coin d'Amélie, dans la rue principale. C'est un endroit tranquille, public, où vous pourrez vous sentir en sécurité. Ça vous convient demain à midi? D'accord, j'y serai. Merci Camille. Et s'il vous plaît, ne parlez à personne de cette réunion. Du moins, pas encore. Il y a des gens qui préféreraient que certains secrets restent enfouis. L'appel se termina, laissant Camille avec plus de questions que de réponses. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage pâle de sa mère en entendant le nom d'Aurélien Fournier. Elle revoyait les années de sacrifice, de travail acharné, de vie toujours à la limite. Et s'il y avait une raison à tout cela, et si la pauvreté qu'elles avaient endurée n'était pas le fruit du hasard, mais la conséquence de quelque chose de plus. Le lendemain midi arriva trop vite et trop lentement à la fois. Le petit coin d'Amélie était exactement comme M. Aurélien l'avait décrit. Un café petit et accueillant, avec des tables en bois et l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu. Camille arriva 10 minutes avant l'heure convenue, choisissant une table près de la porte au cas où elle aurait besoin de partir rapidement. M. Aurélien arriva à l'heure. En le voyant marcher vers elle, Camille ressentit quelque chose d'étrange, une familiarité qu'elle ne pouvait expliquer, comme si elle connaissait cet homme d'une certaine manière, bien qu'elle soit sûre de ne l'avoir jamais vu auparavant. Camille. M. Aurélien s'assit en face d'elle avec des mouvements lents mais dignes. Merci d'être venu. Je sais que cela doit être très déroutant pour vous. Déroutant est un euphémisme, monsieur. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? M. Aurélien commanda 2 cafés et attendit que la serveuse s'éloigne. Avant de parler, avant de vous raconter quoi que ce soit, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Votre mère vous a-t-elle déjà parlé de sa famille, d'où elle venait avant votre naissance? Camille secoua la tête. Ma mère ne parle jamais du passé. Elle dit toujours que l'important est le présent et l'avenir. Quand je lui posais des questions enfant, elle changeait de sujet. Et votre père? Le visage de Camille se durcit. Mon père nous a abandonnés quand j'étais bébé. Je ne sais rien de lui. Ma mère n'en parle pas non plus. Monsieur Aurélien acquiesça lentement, comme si chaque réponse confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Ce que je vais vous raconter sera difficile à entendre et probablement plus difficile à croire. Mais j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'au bout avant de juger. D'accord. Monsieur Aurélien prit une gorgée de son café, rassemblant ses forces pour ce qui allait venir. Il y a de nombreuses années, il existait une famille très importante dans cette région. Les Fournier possédaient des terres, des entreprises, des propriétés qui valaient des fortunes. Le patriarche de cette famille était mon père, Monsieur Richard Fournier. Camille écoutait en silence, sans comprendre encore ce que cela avait à voir avec elle. Mon père eut 2 fils, j'étais l'aîné. Le second était mon frère cadet, Ignace. Monsieur Aurélien marqua une pause, ses yeux s'humidifiant de souvenirs. Ignace était différent de moi, j'étais le fils responsable, celui qui suivait les règles. Ignace était le rêveur, le rebelle, celui qui croyait que l'amour était plus important que l'argent ou le statut. Qu'est-il arrivé à lui? Ignace est tombé amoureux. Il est tombé amoureux d'une femme belle, intelligente et bienveillante. Mais il y avait un problème, elle n'appartenait pas à notre classe sociale. C'était la fille de modestes ouvriers. Pour mon père, c'était inacceptable. Camille sentit que quelque chose commençait à s'assembler dans son esprit, bien qu'elle ne puisse pas encore voir l'image complète. Mon père a donné un ultimatum à Ignace. Soit il quittait cette femme, soit il était déshérité et expulsé de la famille. Ignace a choisi l'amour, il l'a épousée en secret et a disparu. Et que s'est-il passé ensuite? Pendant des années, je n'ai rien su de mon frère. Mon père a interdit que son nom soit prononcé. C'était comme si Ignace n'avait jamais existé, mais je n'ai jamais cessé de le chercher. Et il y a quelques années, j'ai enfin découvert ce qui lui était arrivé. Monsieur Aurélien sortit une vieille photographie de sa poche. Elle était usée par le temps, mais l'image était claire. Un jeune homme souriant à côté d'une femme d'une beauté simple et aux yeux pleins de vie. « C'est mon frère Ignace », dit-il en désignant l'homme. « Et ceci, dit-il en désignant la femme, est la femme dont il est tombé amoureux. » Camille prit la photographie de ses mains tremblantes. La femme sur l'image était jeune, mais ses traits étaient reconnaissables. C'était sa mère, Madame Espérance. « Non », Camille murmura en secouant la tête.
Ce n'est pas possible. Votre mère était Espérance Lebrun avant de se marier. Elle est devenue Espérance Dubois, quand mon frère Ignace a changé son nom de famille pour échapper à notre famille. Dubois était le nom de jeune fille de notre mère. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Camille, sans qu'elle ne puisse les arrêter. Ignace Fournier-Dubois était votre père, Camille, et je suis votre oncle. Le monde cessa de tourner. Tout ce que Camille croyait savoir sur sa vie, sur son identité, s'effondra en un instant. Mon frère ne vous a pas abandonné volontairement. Monsieur Aurélien continua, sa propre voix brisée. Il est mort. Un accident, ont-ils dit. Mais j'ai toujours soupçonné qu'il y avait autre chose. Quelque chose que mon père aurait pu orchestrer pour punir Ignace de sa désobéissance. Vous dites que mon grand-père a pu avoir quelque chose à voir avec la mort de mon père? Je n'ai pas de preuves, seulement des soupçons qui m'ont tourmenté pendant des décennies. Monsieur Aurélien prit les mains de Camille entre les siennes. Mais ce que je sais avec certitude, c'est ceci. Vous êtes une Fournier, vous êtes ma nièce, et vous avez droit à tout ce que cette famille vous a refusé. Camille ne pouvait pas parler, ne pouvait pas penser, elle ne pouvait que sentir son monde entier se reconstruire sur des fondations complètement nouvelles. La nuit au restaurant, Monsieur Aurélien continua. Quand je vous ai vu affronter Régina Beaumont, quand j'ai vu votre dignité, votre courage, j'ai vu mon frère en vous, j'ai vu les Fournier que nous aurions dû être et j'ai su que le moment était venu de rendre justice. Justice? Quel genre de justice? Monsieur Aurélien sourit pour la première fois, un sourire empreint de détermination. Régina Beaumont vous a humilié cette nuit-là. Elle vous a traité comme si vous étiez inférieur, mais ce qu'elle ne sait pas, ce que personne ne sait, c'est que vous avez plus de droit de vous asseoir aux tables des puissants qu'elle n'en aura jamais. Je ne comprends pas. Bientôt vous comprendrez, ma petite, car je vais vous rendre tout ce qui vous a été volé, et je vais m'assurer que Régina Beaumont découvre exactement à qui elle s'est frottée. Camille regarda cet homme qui disait être son oncle. Cet étranger qui était apparu de nulle part avec des révélations qui changeaient tout. Et pour la première fois depuis cette nuit terrible au restaurant, elle sentit quelque chose qu'elle avait cru perdu pour toujours. L'espoir. Camille rentra chez elle la tête tourbillonnante et le cœur battant d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie. Chaque pas qu'elle faisait sur les rues connues de son quartier semblait différent, comme si le sol lui-même avait changé sous ses pieds. Elle était une Fournier. Son père ne les avait pas abandonnés. Il était mort et l'homme qu'elle venait de rencontrer, Monsieur Aurélien, était son oncle. Les questions se multipliaient dans son esprit comme des échos sans fin. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais raconté la vérité? Qu'était-il réellement arrivé à son père? Et que signifiait tout cela pour son avenir? Quand elle arriva à la petite maison où elle avait grandi, elle trouva sa mère assise dans le salon, regardant par la fenêtre avec une expression absente. Madame Espérance semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la nuit précédente. Ses mains reposaient sur ses genoux, immobiles, et ses yeux avaient ce regard distant de qui est perdu dans des souvenirs douloureux. « Maman », Camille s'assit en face d'elle, prenant ses mains entre les siennes. « Nous devons parler. Tu le sais déjà. » Ce n'était pas une question. Madame Espérance ne la regarda même pas. « Tu es allé le voir. Comment l'as-tu su? » « Parce que je connais Aurélien Fournier. Je sais que quand il se met quelque chose en tête, il ne se repose pas tant qu'il ne l'a pas obtenu. » Finalement, Madame Espérance tourna son visage vers sa fille. Il y avait des larmes dans ses yeux. Mais il y avait aussi autre chose, du soulagement. « Je porte ce secret depuis des décennies, mon amour. Des décennies à te mentir. Et chaque mensonge était comme une épine plantée dans mon cœur. Pourquoi, maman? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qui était mon père réellement ?» Madame Espérance respira profondément, comme si elle rassemblait ses forces pour un long et douloureux voyage. « Parce que j'avais peur, Camille. Une peur que tu ne peux imaginer. Peur de quoi? Des Fournier. De ce qu'ils pourraient nous faire s'ils nous trouvaient. » Elle se leva lentement et marcha vers une vieille armoire dans le coin du salon. D'un tiroir secret que Camille n'avait jamais remarqué, elle sortit une boîte en bois sculpté, couverte de poussière et de souvenirs. « Tout est ici », dit Madame Espérance en plaçant la boîte sur la table. « Tout ce que j'ai gardé de ton père, tout ce que je m'étais promis de te montrer un jour, quand le moment serait venu. » Camille ouvrit la boîte de ses mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des photographies, des lettres, des documents jaunis par le temps, et au fond, une bague en or avec les initiales IF gravées. « Ignace Fournier », murmura Camille en touchant la bague comme si elle était sacrée. « Mon père, l'amour de ma vie. » Madame Espérance s'assit à côté de sa fille, les larmes coulant librement. « Nous nous sommes rencontrés quand je travaillais à nettoyer l'une des maisons que sa famille possédait. Il était différent de tous les riches que j'avais connus. Il me regardait comme si j'étais quelqu'un, pas une servante, pas une invisible, quelqu'un. » Camille écoutait en silence chaque mot de sa mère, peignant un tableau qu'elle n'avait jamais vu. Nous sommes tombés amoureux en secret. Nous nous rencontrions en cachette. Il m'écrivait des lettres que je gardais comme des trésors. Madame Espérance sortit un paquet d'enveloppes attachées par un ruban décoloré. Il disait qu'il allait tout abandonner pour moi, sa famille, son héritage,
son nom. Je lui disais de ne pas le faire, que cela n'en valait pas la peine, mais Ignace était têtu. Il disait qu'aucune fortune ne valait plus que de se réveiller chaque matin à mes côtés. Et il l'a fait. Il a tout abandonné. Il l'a fait. Quand son père lui a donné l'ultimatum, Ignace a choisi sans hésiter. Il m'a choisi, moi. Un sourire triste traversa le visage de Madame Espérance. Nous nous sommes mariés en secret. Nous avons changé nos noms. Il est devenu Ignace Dubois, utilisant le nom de jeune fille de sa mère pour qu'il ne puisse pas nous retrouver. Et nous avons fui. Où êtes-vous allés? Loin, très loin. Nous avons vécu dans un petit village où personne ne nous connaissait. Ton père travaillait dans ce qu'il trouvait. Construction, agriculture, n'importe quoi. Il était heureux, Camille. Malgré avoir tout perdu, il était vraiment heureux. Il disait que la vraie richesse était d'avoir une famille construite avec amour. Camille trouva une photographie où ses parents posaient devant une petite maison accueillante. Son père tenait dans ses bras un bébé enveloppé dans une couverture. « C'est toi », Madame Espérance désigna. « Tu avais à peine quelques semaines. Ton père débordait de bonheur. Il disait que tu étais son plus grand trésor, sa raison de vivre. Que s'est-il passé ensuite, maman? Comment est-il mort ?» Le visage de Madame Espérance s'assombrit. Ses mains commencèrent à trembler. « C'était un accident, ont-ils dit. Un accident de travail sur le chantier où il était employé. » Sa voix devint à peine un murmure. « Mais je ne l'ai jamais cru. Que veux-tu dire? Quelques jours avant sa mort, ton père m'a dit qu'il avait vu quelqu'un, un homme qu'il avait reconnu, quelqu'un qui travaillait pour son père. Ignace était nerveux, inquiet. Il disait que sa famille nous avait retrouvés. » Camille sentit un frisson parcourir son dos. « Tu crois que grand-père Fournier a eu quelque chose à voir avec la mort de papa? Je n'ai pas de preuves. » Madame Espérance serra les poings avec un mélange de douleur et de rage contenue. « Je sais seulement qu'après la mort de ton père, j'ai reçu une visite. Un avocat qui représentait M. Richard Fournier m'a offert de l'argent, beaucoup d'argent, en échange de ma disparition pour toujours, de ne jamais rien réclamer, de ne jamais révéler ton existence. Et qu'as-tu fait? J'ai refusé l'argent. Je leur ai dit que je ne voulais rien d'eux, que je préférais vivre dans la pauvreté plutôt que d'accepter des miettes des personnes qui avaient détruit ma famille. » Madame Espérance regarda sa fille avec férocité. « Mais en échange de mon silence, j'ai exigé une chose, qu'ils nous laissent en paix. Qu'ils ne nous cherchent jamais, qu'ils fassent comme si nous n'existions pas. Et ils ont tenu parole? Ils ont tenu parole. Pendant toutes ces années, nous avons vécu comme des fantômes. J'ai travaillé à nettoyer des maisons étrangères, tout comme je le faisais quand j'ai rencontré ton père, mais cette fois, je le faisais pour te protéger, pour te garder loin de cette famille qui détruit tout ce qu'elle touche. » Camille traitait chaque mot, chaque révélation, sentant les pièces de sa vie s'emboîter enfin dans un puzzle qu'elle n'avait jamais su exister. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, maman? Pourquoi m'as-tu laissé grandir en croyant que mon père nous avait abandonnés ?» Les larmes de Madame Espérance s'intensifièrent, parce qu'il était plus facile de le haïr que de pleurer sa mort chaque jour, parce que je pensais que si tu croyais qu'il t'avait abandonné, tu ne ressentirais pas la douleur de savoir qu'il t'avait été arraché. Et parce que j'avais peur que si tu savais la vérité, tu veuilles chercher cette famille et qu'ils te détruisent comme ils ont détruit ton père. Mais maman, Monsieur Aurélien ne semble pas être comme les autres. Il cherche à rendre justice. Aurélien a toujours été différent, Madame Espérance admit. Il était le seul des Fourniers à traiter Ignace avec respect, à ne pas le juger de mémé. Mais quand tout est arrivé, Aurélien n'a rien fait, il ne nous a pas défendus, il ne nous a pas cherchés. Il dit qu'il t'a cherché pendant des années. Peu, est-ce vrai? Peu, être pas. Tant d'années se sont écoulées que je ne sais plus quoi croire. Un silence pesant tomba sur le salon. La mère et la fille se regardèrent, unis par des secrets enfin révélés, des blessures enfin exposées. Il y a autre chose que tu dois savoir. Madame Espérance parla à nouveau. Sa voix était à peine audible. Quelque chose qu'Aurélien lui-même ne sait pas. Quoi? Madame Espérance sortit un document du fond de la boîte. C'était un papier légal, ancien, mais bien conservé. Ton père savait que sa famille pourrait venir nous chercher. Il savait qu'il pourrait essayer de tout nous enlever. Alors avant de mourir, il a fait quelque chose pour nous protéger. Camille prit le document et commença à lire. C'était un testament, le testament d'Ignace Fournier Dubois, daté de quelques semaines seulement avant sa mort. « Mon amour », lut Camille à voix haute les mots de son père. « Si tu lis ceci, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées, mais je veux que tu saches que j'ai pris des précautions. Tout ce qui est à moi, tout ce qui me revient de droit de naissance, je le laisse à notre fille Camille. Personne ne peut lui enlever ce qui lui appartient par le sang. » Le document continuait avec des détails légaux, des clauses, des spécifications, mais le plus important était clair. Ignace Fournier avait laissé une preuve légale que sa fille était son héritière légitime. Cela signifie, Camille ne put terminer la phrase, signifie que tu as le droit de réclamer ta part de la fortune Fournier. Madame Espérance compléta.
Tu l'as toujours eu. Mais j'ai gardé ce document parce que j'avais peur. Peur que si tu essayais de réclamer quelque chose, il te ferait la même chose qu'à ton père. Pourquoi me le montres-tu maintenant? Parce que je ne peux plus continuer à te protéger en te cachant la vérité. Madame Espérance prit le visage de sa fille entre ses mains. Ce que tu as fait dans ce restaurant, affronter cette femme arrogante, refuser de t'agenouiller, ça m'a rappelé ton père. Lui aussi avait ce feu, cette dignité qui ne plie devant personne. Maman, tu es forte, Camille, plus forte que je ne l'ai jamais été. Et je crois qu'il est temps que tu cesses de te cacher. Il est temps que le monde sache qui tu es vraiment. Camille serra sa mère dans ses bras, toutes deux pleurant, toutes deux se libérant de décennies de secrets et de douleurs. C'était une étreinte de réconciliation, de pardon, d'amour qui avait survécu à toutes les tempêtes. Quand elles se séparèrent enfin, Camille sut exactement ce qu'elle devait faire. Elle prit son téléphone et appela M. Aurélien. « Oncle », le mot lui semblait étrange dans la bouche, mais aussi juste. « J'ai besoin de te voir. Ma mère m'a montré quelque chose. Un document qui change tout. » La voix de M. Aurélien, à l'autre bout du fil, s'emplit d'émotion. « Un testament? Ignace a laissé un testament? Oui, et il me nomme comme son héritière. » Le silence qui suivit fut long, lourd de sens. « Camille, M. Aurélien parla finalement. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Avec ce document, nous pouvons prouver légalement votre droit à l'héritage Fournier. Mais plus important encore, nous pouvons rouvrir l'enquête sur la mort de votre père. » Rouvrir l'enquête? Il y a des années, j'ai engagé un détective privé pour chercher des preuves de ce qui s'était réellement passé avec Ignace. Il n'a jamais rien trouvé de concluant. Mais avec ce testament, avec votre mère prête à témoigner, avec tout ce que je sais, nous pouvons enfin découvrir la vérité. Camille regarda sa mère, qui acquiesça avec détermination. « Fais-le, » dit Madame Espérance. « Il est temps qu'Ignace ait justice. Il y a autre chose que vous devez savoir, » M. Aurélien continua. « J'ai enquêté sur Régina Beaumont, la femme qui vous a humilié au restaurant. Qu'a-t-elle à voir avec tout ça? Plus que vous ne l'imaginez. Le mari de Régina, Léonard Beaumont, a construit son empire hôtelier avec le financement des Fournier. Mon père a investi des millions dans ses premiers projets, et quand mon père est mort, cet argent n'a jamais été remboursé. Argent qui aurait légalement dû faire partie de l'héritage de votre père. Argent qui vous appartient maintenant. » Camille traita cette information avec une incrédulité croissante. « Vous dites que la fortune des Beaumont est construite sur de l'argent qui aurait dû être le mien? En partie, oui. C'est poétique, n'est-ce pas? Régina vous a traité comme si vous étiez inférieur, comme si vous ne méritiez pas de respirer le même air qu'elle. Mais la vérité est que sa vie de luxe existe grâce à de l'argent volé à votre famille. » Une sensation étrange s'empara de Camille. Ce n'était pas de la vengeance exactement, c'était quelque chose de plus profond. C'était le goût de la justice qui s'approchait. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, nous préparons tout soigneusement. Documents, témoins, preuves. Et quand nous serons prêts, nous nous présenterons au monde. Nous réclamerons ce qui vous revient de droit. Et nous verrons le visage de Régina Beaumont quand elle découvrira que la serveuse qu'elle a humiliée ce soir-là a plus de droit de s'asseoir à ces tables qu'elle n'en aura jamais. Camille sourit pour la première fois depuis des jours. « Il y a une chose que je veux te demander, oncle, quoi que ce soit. Quand viendra le moment d'affronter Régina, je veux le faire moi-même. Je veux la regarder dans les yeux et voir sa réaction quand elle découvrira la vérité. » Monsieur Aurélien rit doucement à l'autre bout du fil. « Vous êtes comme votre père. Lui aussi aurait voulu faire les choses à sa manière. » Il marqua une pause. « D'accord, Camille. Quand le moment sera venu, ce sera vous qui affronterez Régina. Mais je vous promets que vous ne serez pas seul. Vous ne serez plus jamais seul. » Quand l'appel se termina, Camille regarda sa mère avec un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. « Es-tu prête pour ça, maman? Prête à ce que le monde sache la vérité ?» Madame Espérance prit la main de sa fille et la serra fort. « J'ai vécu des décennies dans l'ombre, mon amour. Je crois qu'il est temps que nous sortions enfin à la lumière. » Et tandis que la nuit tombait sur la petite maison où tant de secrets avaient été gardés, mère et fille commencèrent à planifier l'avenir, un avenir qui promettait justice, vérité et la réhabilitation d'une famille qui avait été détruite par la cupidité et le pouvoir. Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que quelqu'un d'autre observait, quelqu'un qui avait entendu des rumeurs sur un vieux Fournier cherchant une femme du passé, quelqu'un qui avait beaucoup à perdre si certains secrets éclataient au grand jour. Et ce quelqu'un était déjà en train de passer des appels qui arriveraient directement aux oreilles de Régina Beaumont. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs, de réunions secrètes et de découvertes qui ébranlèrent les fondations de tout ce que Camille croyait connaître. Monsieur Aurélien avait engagé les meilleurs avocats de la région, un cabinet appelé Delacroix, associé, spécialisé dans les affaires d'héritage et de litiges familiaux. Maître Marianne Delacroix, une femme au regard perçant et à la réputation impeccable, était devenue la commandante de cette bataille juridique. « Le testament de votre père est légitime »,
avait dit Marianne après avoir examiné le document pendant des heures. Il a été rédigé par un notaire certifié et enregistré correctement. Cela signifie que vous avez légalement le droit de réclamer votre part de l'héritage Fournier. Et qu'en est-il de l'argent investi dans les hôtels Beaumont ? Demanda Camille. C'est plus compliqué. Nous devons prouver que ces investissements n'ont jamais été légitimement remboursés. Nous parlons d'audits, de révisions de contrats datant de décennies, de témoignages de personnes qui ont travaillé avec votre grand-père. Ce ne sera pas facile, mais pas impossible non plus. Monsieur Aurélien avait mis toutes ses ressources à la disposition de l'affaire. Des enquêteurs privés traquaient d'anciens documents. Des comptables légistes examinaient des registres financiers poussiéreux. Chaque jour apportait une nouvelle pièce du puzzle, mais tandis que l'équipe juridique travaillait en silence, la vie de Camille suivait son cours difficile. L'argent se faisait rare, les quelques réserves qu'elles avaient s'épuisaient rapidement entre les médicaments, la nourriture et les factures qui ne cessaient d'arriver. Monsieur Aurélien avait proposé de les aider financièrement, mais Madame Espérance avait catégoriquement refusé. « Je ne veux pas de charité », avait-elle dit avec cette fierté que Camille reconnaissait comme la sienne. « Quand nous récupérerons ce qui est à nous, nous le ferons avec dignité. En attendant, nous survivrons comme nous l'avons toujours fait. » Camille admirait la force de sa mère, mais s'inquiétait aussi. La santé de Madame Espérance ne s'améliorait pas. Les épisodes cardiaques devenaient plus fréquents et chacun laissait Camille l'âme suspendue à un fil. Un après-midi, alors qu'elle revenait de déposer plus de CV dans des endroits où elle savait qu'on ne l'embaucherait pas, Camille reçut un appel inattendu. C'était Daniel et sa voix semblait altérée. « Camille, j'ai besoin de te voir d'urgence. Quelque chose se passe, quelque chose de grand. » Elles se retrouvèrent dans le même parc habituel, mais cette fois Daniel n'était pas seul. À ses côtés se tenait un homme d'âge mûr à l'expression fatiguée et aux mains qui n'arrêtaient pas de bouger nerveusement. « Camille, c'est Gaspard Leroy. » Daniel fit les présentations. « Il travaille comme comptable à la Société des Beaumont. C'est le mari de ma cousine Lucie. » Gaspard regarda Camille avec des yeux qui portaient un poids énorme. « Mademoiselle Dubois, ou devrais-je dire Mademoiselle Fournier ?» commença-t-il d'une voix basse. « J'ai entendu des choses que je crois que vous devez savoir. » « Quelle sorte de choses ?» Gaspard regarda autour de lui, s'assurant que personne ne les entendait. « Je travaille pour les Beaumont depuis de nombreuses années. J'ai vu comment ils gèrent leurs affaires. J'ai vu des choses qui m'ont empêché de dormir pendant des décennies, mais j'ai toujours gardé le silence parce que j'avais peur. J'avais une famille à protéger. Et qu'est-ce qui a changé maintenant ? Vous avez tout changé, mademoiselle. Ce que vous avez fait dans ce restaurant, affronter Régina Beaumont sans tenir compte des conséquences, m'a rappelé qu'il y a des choses plus importantes que la peur. » Gaspard sortit une enveloppe de sa mallette et la tendit à Camille. À l'intérieur, il y a des copies de documents financiers. Des documents qui montrent exactement comment Léonard Beaumont a construit son empire et d'où venait l'argent initial. Camille ouvrit l'enveloppe et commença à examiner les papiers. C'étaient des registres de virements, des contrats d'investissement, des accords signés des décennies auparavant, et sur chacun d'eux, un nom apparaissait, Richard Fournier. « Le père de Monsieur Aurélien », murmura Camille. « Exactement. Monsieur Richard a investi une fortune dans les premiers hôtels Beaumont. C'était censé être un prêt avec intérêt, qui devait être remboursé dans un délai déterminé, mais cet argent n'est jamais revenu au Fournier. Comment est-ce possible ? Parce que lorsque Monsieur Richard est mort, Léonard Beaumont a conclu un accord avec l'héritier principal. Un accord qui a effacé cette dette des livres officiels. L'héritier principal, vous voulez dire Monsieur Aurélien ? Gaspard secoua la tête. Monsieur Aurélien n'était pas l'héritier principal lorsque son père est mort. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait le contrôle total des finances familiales à ce moment-là. Qui ? Madame Colette Fournier, l'épouse de Monsieur Richard, votre grand-mère, Mademoiselle Camille. Le cœur de Camille s'arrêta un instant. Ma grand-mère ? Madame Colette était furieuse contre son fils Ignace pour s'être marié avec votre mère. Lorsque Monsieur Richard est mort, elle a pris le contrôle de tout, et l'une des premières choses qu'elle a faites a été de pardonner la dette de Léonard Beaumont en échange d'un paiement unique bien inférieur au montant réel. Un paiement qui, selon mes enquêtes, a été déposé sur un compte personnel de Madame Colette, pas sur les comptes de la famille. Camille sentait que chaque révélation était un coup qui la laissait sans souffle. Vous dites que ma grand-mère a vendu la dette des Beaumont pour de l'argent personnel, de l'argent qui aurait dû faire partie de l'héritage de mon père ? C'est exactement ce que je dis. Et il y a plus. Gaspard baissa encore plus la voix. J'ai trouvé des preuves que Madame Colette et Léonard Beaumont ont eu des communications régulières pendant des années. Lettres, appels téléphoniques, réunions privées. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont discuté, mais tout a commencé peu après la mort de votre père Ignace. Vous insinuez que ma grand-mère et Léonard Beaumont avaient une sorte de relation. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je sais seulement qu'il y a des connexions qui ne devraient pas exister et que Régina Beaumont, l'épouse de Léonard, ne sait rien de tout ça.
Camille rangea les documents dans son sac, son esprit traitant les implications de tout ce qu'elle venait d'entendre. « Pourquoi me racontez-vous tout ça, monsieur Leroy? Qui gagnez-vous » Gaspard sourit tristement. « Il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune et naïf, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a hanté toute ma vie, quelque chose lié à la mort d'un homme, un accident qui ne semblait pas être un accident, mais je me suis tu parce qu'on m'a payé pour me taire. La mort de mon père, les yeux de Gaspard se remplirent de larmes. Je ne peux pas le confirmer, je n'ai pas de preuves. Seulement les souvenirs d'un jeune homme effrayé qui a choisi l'argent plutôt que la vérité, il s'essuya les yeux du revers de la main. Je porte cette culpabilité depuis des décennies. Être vous aider est ma façon de payer une partie de cette dette. » Camille ne savait pas quoi ressentir. Colère, tristesse, gratitude, tout se mélangeait dans un tourbillon d'émotions. « Merci, monsieur Leroy. Ce que vous m'avez donné peut tout changer. Soyez juste prudente, mademoiselle. Les Beaumont ont des yeux partout, et s'ils découvrent que je vous parle... » Il ne termina pas la phrase, ce n'était pas nécessaire. Cette nuit-là, Camille rencontra monsieur Aurélien pour lui montrer les documents de Gaspard. Le vieil homme les examina avec une expression de plus en plus sombre. « Ma mère, » murmura-t-il finalement, « j'ai toujours soupçonné qu'elle avait quelque chose à voir avec la ruine d'Ignace, mais je n'ai jamais imaginé à quel point. Madame Colette est toujours vivante ? Elle est morte il y a quelques années. Elle a emporté ses secrets dans sa tombe. » Monsieur Aurélien ferma les yeux de douleur. « Ou du moins c'est ce que nous pensions. Que voulez-vous dire? Si ces documents sont authentiques, cela signifie qu'il y a une trace d'argent, d'accord, de complicité, et les traces peuvent être suivies. Et Léonard Beaumont, croyez-vous qu'il sache toute la vérité sur ce qui est arrivé à mon père ?» Monsieur Aurélien tarda à répondre. Léonard a toujours été un homme ambitieux, prêt à faire ce qu'il fallait pour construire son empire. Mais je ne le crois pas capable d'ordonner la mort de quelqu'un. Et Régina ? Le silence qui suivit fut révélateur. Régina est différente, dit monsieur Aurélien finalement. Régina vient d'une famille qui a tout perdu quand elle était jeune. Elle a épousé Léonard pour son argent et a passé toute sa vie à s'assurer que personne ne lui prenne ce qu'elle considère comme sien. Elle est impitoyable, calculatrice et n'a pas de limite quand elle se sent menacée. Croyez-vous qu'elle puisse être impliquée dans ce qui est arrivé à mon père? Je ne sais pas, mais je sais que s'il y a quelqu'un capable de protéger les secrets des Beaumont à tout prix, c'est Régina. Pendant qu'il parlait, le téléphone de monsieur Aurélien sonna. C'était maître Marianne. « Monsieur Aurélien, nous avons un problème. Quelqu'un a divulgué des informations sur notre enquête. Je ne sais pas comment, mais les Beaumont savent que nous préparons quelque chose. Comment est-ce possible? Je ne sais pas encore, mais j'ai reçu un appel il y a 1 heure. C'était l'avocat de Régina Beaumont. Il m'a averti que si nous poursuivons avec toute réclamation légale, ils contre-attaqueront avec tout ce qu'ils ont. Contre-attaquer comment? Ils menacent de poursuivre Camille en diffamation. Ils disent qu'ils ont des témoins qui confirmeront qu'elle a provoqué l'incident au restaurant, que tout était une tentative d'extorsion. Camille écoutait la conversation le cœur battant. « C'est un mensonge », dit-elle d'une voix ferme. « Il y a des dizaines de personnes qui ont vu ce qui s'est réellement passé. Je sais, » Marianne répondit à travers le haut-parleur. « Mais Régina a l'argent pour acheter des témoins, pour engager les meilleurs avocats, pour prolonger tout processus judiciaire pendant des années. C'est une tactique d'intimidation. Ils veulent que nous ayons peur et que nous nous retirions. » Monsieur Aurélien regarda Camille avec une expression sérieuse. « Que voulez-vous faire, nièce? Nous pouvons encore arrêter. Vous pouvez encore retourner à votre vie normale et oublier tout cela. » Camille pensa à sa mère malade, aux factures qui s'accumulaient, aux portes fermées dans toute la ville, à l'humiliation qu'elle avait subie devant des dizaines de personnes. Et elle pensa à son père, un homme qui avait tout sacrifié par amour, un homme dont la mort n'avait être pas été un accident. « Je ne vais pas arrêter, » dit-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. « S'ils veulent la guerre, ils auront la guerre, mais cette fois, je ne serai pas seul. » Monsieur Aurélien sourit de fierté. « C'est le sang Fournier qui parle. Il y a quelque chose que je dois faire d'abord. » Camille continua. « Avant que cela ne devienne une bataille juridique publique, j'ai besoin de parler à quelqu'un. » « À qui ? » « À Léonard Beaumont, seul, sans avocat, sans intermédiaire. Je veux le regarder dans les yeux et lui demander directement ce qu'il sait sur la mort de mon père. Camille, c'est dangereux. Si Régina l'apprend... Régina sait déjà que nous allons la chercher. Nous n'avons rien à perdre. » Camille se leva, sa posture reflétant une résolution inébranlable. « De plus, il y a quelque chose que Gaspard Leroy m'a dit, quelque chose que je ne t'ai pas raconté. »« Quoi ? » Il a dit que Régina ne sait rien de la relation entre son mari et ma grand-mère Colette. Quoi qu'il se soit passé entre eux, Léonard le lui a caché toutes ces années. Les yeux de monsieur Aurélien s'ouvrirent avec compréhension. « Vous voulez utiliser ça comme levier? Je veux la vérité. Et si pour l'obtenir, je dois faire en sorte que Léonard craigne ce que sa femme pourrait découvrir, alors c'est exactement ce que je ferai. »
Le plan commença à prendre forme ce soir-là. Daniel, qui travaillait toujours au Dôme d'Or, proposa son aide. Léonard Beaumont dînait régulièrement au restaurant, toujours seul le mardi soir, tandis que Regina assistait à ses réunions de bienfaisance. « Mardi prochain », dit Daniel par téléphone. « Il a une réservation pour vaincre. Regina ne l'accompagne jamais ces jours-là. »« Parfait. J'ai besoin que tu m'aides à entrer. Camille, si Martin te voit, il va appeler la sécurité. Alors assure-toi que Martin ne me voit pas. » Le mardi arriva avec un mélange d'anticipation et de terreur que Camille n'avait jamais ressenti. Alors qu'elle se préparait à aller au restaurant, sa mère l'observait depuis la porte de sa chambre. « Fais attention, ma petite, Madame Espérance, dit d'une voix inquiète. Ces gens sont dangereux. Je sais, maman, mais je ne peux plus continuer à me cacher. Ton père serait si fier de toi. » Madame Espérance murmura avec des larmes aux yeux, si incroyablement fière. Camille serra sa mère fort. « Je vais obtenir justice pour lui, maman, je te le promets. » Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est qu'au même moment, dans un manoir de l'autre côté de la ville, Regina Beaumont regardait des photographies récentes de Camille prises par un détective privé. « Alors, c'est cette petite morveuse qui croit pouvoir me défier, » murmura Regina pour elle-même. Dans sa main, elle tenait un rapport qui détaillait tout ce que l'enquêteur avait découvert. Les réunions avec M. Aurélien, les visites au cabinet d'avocats, même la conversation avec Gaspard Leroy dans le parc. Regina sourit froidement. « Tu crois que tu peux venir prendre ce qui est à moi ?» murmura-t-elle à la photographie de Camille. « Mais tu n'as aucune idée à qui tu t'es frotté. » Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « C'est moi, » dit-elle quand on répondit. « Nous avons un problème et j'ai besoin que vous le fassiez disparaître. » « J'ai besoin que vous le fassiez disparaître. » Le mardi arriva avec un ciel gris qui semblait présager l'orage. Camille s'était préparée pendant des jours pour ce moment, répétant mentalement chaque question qu'elle voulait poser, chaque mot qu'elle devait dire. Daniel l'attendait à l'entrée de service du restaurant Le Dôme d'Or, nerveuse mais déterminée. Martin est en réunion avec des fournisseurs. Il ne sera pas dans le salon principal avant au moins 1 heure, murmura-t-elle en guidant Camille à travers les couloirs qu'elle connaissait elle aussi. Léonard est déjà arrivé. Il est à sa table habituelle, celle du coin près de la fenêtre. « Merci, Dany. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. » Daniel l'étreignit brièvement. « Tu n'as pas à me remercier. Promets-moi juste que tu feras attention. » Camille acquiesça et se dirigea vers le salon principal. Le restaurant était calme à cette heure, à peine quelques tables occupées, des conversations à voix basse, le tintement occasionnel de couverts contre la porcelaine, tout si différent de cette nuit qui avait changé sa vie pour toujours. Léonard Beaumont était exactement là où Daniel l'avait dit, un homme aux cheveux gris, au visage autrefois beau, mais qui montrait maintenant les marques du temps, et peut être de secrets trop lourds. Il buvait du vin seul, regardant par la fenêtre avec une expression absente. Camille respira profondément et marcha vers lui. « Monsieur Beaumont ». Léonard leva les yeux, et un instant, Camille vit quelque chose dans ses yeux. De la reconnaissance, de la peur. Ce fut si bref qu'elle ne put être sûre. « Je vous connais » demanda-t-il d'une voix prudente. « Je suis Camille Dubois, ou devrais-je dire Camille Fournier ?» La couleur quitta le visage de Léonard. Sa main trembla légèrement, renversant quelques gouttes de vin sur la nappe immaculée. « Vous êtes la serveuse la serveuse que votre épouse a humiliée il y a quelques semaines. » « Oui. » Camille s'assit en face de lui sans attendre d'invitation. « Mais ce n'est pas ce qui est important maintenant. Ce qui est important, c'est qui je suis vraiment, et je crois que vous le savez déjà. » Léonard regarda autour de lui cherchant une issue, une excuse, n'importe quoi qui le sauverait de cette conversation, mais il n'y avait pas d'échappatoire. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Je crois que si. » Camille sortit une photographie de son sac et la posa sur la table. C'était l'image de ses parents, jeunes et amoureux. Cet homme était mon père, Ignace Fournier, et cette femme est ma mère, Espérance. Léonard regarda la photographie comme si c'était un serpent sur le point de le mordre. « Ignace est mort il y a de nombreuses années, » dit-il finalement. Sa voix était à peine un murmure. « Je sais. Dans un accident de travail, un accident très opportun pour certaines personnes. »« Qu'insinuez-vous ?»« Je n'insinue rien, monsieur Beaumont. Je cherche la vérité. » Camille se pencha en avant, son regard fixé dans les yeux de l'homme. « Vous avez connu mon père. Vous avez fait des affaires avec mon grand-père Richard, et vous avez eu une relation très particulière avec ma grand-mère Colette après la mort de mon père. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on pouvait le couper avec un couteau. « Qui vous a raconté ça ?» Léonard demanda, sa voix tremblante. « Peu importe qui me l'a raconté. Ce qui importe, c'est que c'est la vérité. » Camille sortit les documents que Gaspard lui avait donnés. « J'ai des preuves des virements financiers, des accords secrets, de tout. » Léonard ferma les yeux comme si le poids de décennies de mensonges l'écrasait enfin. « Vous ne comprenez pas. »
dit-il d'une voix brisée. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Alors expliquez-moi, parce que jusqu'à présent tout ce que je sais, c'est que mon père a été déshérité pour avoir aimé ma mère, qu'il est mort dans des circonstances suspectes et que vous avez construit votre empire avec de l'argent qui aurait dû être le sien. « Je n'ai pas tué votre père !» s'exclama Léonard. Puis il baissa la voix en remarquant que quelques convives se retournaient. « Je n'ai rien eu à voir avec sa mort. Vous devez me croire. Pourquoi devrais-je vous croire ?» Léonard respira profondément, comme s'il était sur le point de sauter dans le vide. « Parce que j'aimais Ignace, c'était mon meilleur ami. » Camille ne s'attendait pas à ces mots. Elle resta immobile, traitant l'information. Son meilleur ami ? Nous nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes, avant que je n'épouse Regina, avant qu'il ne connaisse votre mère. Les yeux de Léonard s'humidifièrent de souvenirs. Ignace était différent de tous les riches que je connaissais. L'argent et le statut ne l'intéressaient pas, il voulait juste être heureux. Je l'admirais pour ça. Si vous étiez si amis, pourquoi ne nous avez-vous jamais cherché après sa mort ? Parce que j'avais peur. Léonard baissa les yeux avec honte. Quand Ignace a épousé votre mère et a été déshérité, j'ai voulu l'aider. Je lui ai offert de l'argent, du travail, tout ce dont il avait besoin, mais il a tout refusé. Il disait qu'il voulait construire sa propre vie sans dépendre de personne. Et après sa mort, Madame Colette est venue me voir. Elle m'a dit que si j'essayais de contacter Espérance ou l'enfant, elle me détruirait. Elle avait des informations sur moi, des informations qui pourraient mettre fin à mon mariage et à mes affaires. Quelles informations ? Léonard hésita, mais quelque chose dans les yeux de Camille lui dit qu'il n'y avait plus d'intérêt à continuer de mentir. J'ai prêté de l'argent à Ignace, en secret, de l'argent de ma propre entreprise, sans que Regina le sache. Quand il est mort, Madame Colette a découvert ce prêt, elle m'a fait chanter, elle m'a obligé à pardonner la dette que mon entreprise avait envers les Fournier, en échange de son silence sur ce que j'avais fait. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter d'une manière que Camille n'avait pas anticipée. Donc, l'accord financier entre vous et ma grand-mère était du pur chantage. Elle me haïssait parce que j'avais aidé Ignace, parce que j'avais été son ami quand toute la famille lui avait tourné le dos. Léonard sortit un mouchoir et s'essuya les yeux. Et l'argent qu'elle m'a forcé à lui céder n'est pas allé au compte de la famille Fournier. Il est allé à ses comptes personnels, de l'argent qu'elle a utilisé pour vivre comme une reine pendant que son propre petit-fils grandissait dans la pauvreté. Camille ressentit un mélange d'émotions qui menaçait de la submerger. Colère contre sa grand-mère, une femme qui avait préféré l'orgueil et la rancune à son propre sang, confusion à propos de Léonard, qui s'avérait être plus une victime qu'un méchant, et, surtout, une tristesse profonde pour son père, un homme qui avait été trahi par tous, sauf par ceux qu'il aimait vraiment. « Y a-t-il autre chose que je dois savoir ?» Camille dit, sa voix tremblante. « Croyez-vous que la mort de mon père ait réellement été un accident ?» Léonard la regarda pendant un long moment. Dans ses yeux, il y avait une douleur ancienne, une blessure qui n'avait jamais guéri. « Non, dit-il finalement. Je ne le crois pas. Qui était responsable? Je n'ai pas de preuves. Seulement des soupçons qui m'ont tourmenté pendant des décennies. » Il marqua une pause, comme si les mots suivants lui coûtaient un effort physique. Quelques jours avant de mourir, Ignace m'a appelé, il était effrayé. Il a dit que quelqu'un le suivait, qu'il avait vu un homme qu'il avait reconnu de la maison de ses parents. Ma mère m'a raconté la même chose. Je lui ai dit de venir en ville, que je le protégerais, mais il n'a pas voulu laisser sa famille seule. Léonard serra les poings sur la table. 3 jours plus tard, il était mort. Et vous n'avez jamais enquêté? J'ai engagé un détective privé. Il a trouvé quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse me donner un rapport complet, il a disparu. Il s'est simplement évaporé et j'ai reçu un avertissement. De qui? Je ne sais pas avec certitude, mais l'avertissement était clair. Si je continuais à enquêter, ma famille serait la prochaine. Camille absorba cette information, le cœur battant furieusement. Regina, elle sait quelque chose de tout ça? Léonard secoua la tête. Regina ne sait rien de mon amitié avec Ignace, du prêt, du chantage de Madame Colette. Si elle le savait, il ne termina pas la phrase. Mais la peur dans ses yeux était évidente. « Monsieur Beaumont, j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin que vous témoigniez de ce que vous savez. Je ne peux pas. Si je parle, tout ce que j'ai construit s'effondre. Mon épouse m'abandonnera. Mes associés me tourneront le dos. Je perdrai tout. Et la justice pour mon père, ça ne vous intéresse pas ?» Léonard la regarda avec des yeux pleins de larmes. « Ça m'intéresse plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ignace était comme un frère pour moi. Mais j'ai peur, Camille. J'ai vécu dans la peur pendant des décennies. » Camille se leva en regardant cet homme qui avait été l'ami de son père, qui avait gardé des secrets toute sa vie, qui avait choisi le silence plutôt que la vérité. Mon père a choisi l'amour plutôt que l'argent, a choisi la vérité plutôt que le confort. Il a choisi de vivre avec dignité, même si cela signifiait tout perdre. Sa voix se renforça.
Je suis sa fille et je ne me reposerai pas tant que le monde ne saura pas ce qu'ils lui ont fait. » Elle se tourna pour partir, mais la voix de Léonard l'arrêta. « Attendez. » Camille se retourna. Léonard était debout, son expression transformée par quelque chose qui ressemblait à de la détermination. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne, quelque chose que j'ai gardé toutes ces années parce que j'avais peur de ce que cela signifiait. » « Quoi ? Le détective que j'ai engagé avant de disparaître m'a laissé quelque chose. Une enveloppe qui est arrivée à mon bureau quelques jours après qu'il se soit évaporé. Je l'ai cachée sans l'ouvrir parce que j'avais peur de ce qu'elle pouvait contenir. Vous l'avez toujours ? Elle est dans un coffre-fort. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. » Léonard s'approcha de Camille prenant ses mains entre les siennes. « Mais vous avez raison, il est temps que la vérité éclate. Je vous la donnerai ce soir. Pourquoi avez-vous changé d'avis ? Parce que je viens de regarder dans les yeux la fille de mon meilleur ami et j'ai vu en vous la même chose que je voyais en lui. Du courage, de la dignité, l'amour de la vérité. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Léonard. Ignace méritait mieux que le silence. Et vous méritez de connaître toute l'histoire. À ce moment, le son de talons résonna sur le sol de marbre du restaurant. Un son que Camille reconnut immédiatement. Un son qui lui glaça le sang. « Léonard, qu'est-ce qui se passe ici ?» Régina Beaumont était arrivée. Elle se tenait à quelques mètres d'eux, son expression passant du désarroi à la fureur en reconnaissant Camille. « Qu'est-ce que cette femme fait à te parler ?» Sa voix fendait l'air comme un couteau. Léonard pâlit. « Régina, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ? Que tu as des réunions secrètes avec la serveuse qui nous a humiliés en public ?» Régina avança vers eux, ses yeux brillants d'une rage à peine contenue. Camille ne recula pas. Elle regarda Régina droit dans les yeux, sans peur. « Madame Beaumont, je crois qu'il y a beaucoup de choses que votre mari devrait vous expliquer, mais ce n'est pas à moi de le faire. Comment osez-vous me parler ainsi ? N'avez-vous rien appris la dernière fois ? » « J'ai beaucoup appris, madame. J'ai appris que la dignité ne se mesure pas à l'argent sur votre compte bancaire, et j'ai appris que les secrets, aussi enfouis soient-ils, finissent toujours par éclater au grand jour. » Régina regarda son mari avec une suspicion croissante. « De quel secret parle-t-elle, Léonard ?» Léonard ne répondit pas, il regardait juste Camille avec une expression d'excuse. « Demandez-lui à propos d'Ignace Fournier, » dit Camille en marchant vers la sortie. « Demandez-lui à propos de votre grand-mère Colette. Demandez-lui à propos de l'argent qui a construit cet empire. » Elle s'arrêta à la porte et regarda une dernière fois en arrière. « Et quand vous aurez toutes les réponses, Madame Beaumont, peut-être comprendrez-vous pourquoi la serveuse que vous avez humiliée ce soir-là a plus de droit de s'asseoir à ces tables que vous. » Elle quitta le restaurant, laissant derrière elle le silence le plus pesant que ces murs aient jamais connu. Dehors, le ciel avait commencé à déverser une pluie intense. Camille marcha sous l'averse, laissant l'eau se mêler aux larmes qu'elle se permettait enfin de verser. Larmes pour son père, un homme qui était mort d'aimer. Larmes pour sa mère, qui avait porté seule tant de douleur. Larmes pour elle-même, pour la petite fille qui avait grandi en croyant que son père l'avait abandonnée. Son téléphone sonna. C'était Monsieur Aurélien. « Comment ça s'est passé ? Léonard, va-t-il nous aider ?» Camille répondit entre la pluie. « Il a des preuves. Une enveloppe du détective qui a enquêté sur la mort de papa. C'est incroyable, nièce. Nous avons enfin une vraie chance. Il y a autre chose. Régina est arrivée. Elle sait que quelque chose se passe. » Un bref silence. « Alors, nous devons agir vite. Si Régina suspecte, elle ne restera pas les bras croisés. Je sais. Viens chez moi. Maintenant. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » « Qui ? Quelqu'un qui a travaillé pour mon père pendant des décennies. Quelqu'un qui sait des choses que personne d'autre ne sait. » Monsieur Aurélien marqua une pause. « Et il est prêt à parler. » Camille courut vers l'arrêt de bus, son cœur battant d'un mélange de peur et d'espoir. La vérité était de plus en plus proche, et avec elle la justice que son père méritait. La maison de Monsieur Aurélien était une construction ancienne, mais élégante, pleine de souvenirs d'une famille qui avait été divisée par l'orgueil et la cupidité. Quand Camille arriva, trempée par la pluie, elle trouva son oncle l'attendant à la porte, avec une expression solennelle. « Entre, nièce. Il y a quelqu'un qui attend ce moment depuis longtemps. » Dans le salon, assis dans un fauteuil près de la cheminée, il y avait un homme âgé. Son visage était marqué par de profondes rides et ses mains, noueuses par le temps, reposaient sur une canne en bois, mais ses yeux, d'un brun brillant, étaient parfaitement alertes. Camille, c'est Firmin Leroy. Monsieur Aurélien fit les présentations. Il fut le chauffeur et l'homme de confiance de mon père pendant près de 40 ans. Firmin se leva avec effort et prit les mains de Camille entre les siennes. « Vous avez les yeux de votre père », dit-il d'une voix tremblante d'émotion. « Les mêmes yeux bienveillants de Monsieur Ignace. Vous avez connu mon père ? Je l'ai connu depuis qu'il était enfant. Je l'ai vu grandir, tomber amoureux de votre mère, et je l'ai vu partir quand il a choisi l'amour plutôt que la fortune. » Firmin se rassit, soupirant sous le poids des souvenirs. «
Et je sais exactement ce qui s'est passé le jour de sa mort. Le cœur de Camille s'arrêta. Vous savez? Firmin acquiesça lentement. Pendant des décennies, j'ai gardé le silence parce que j'avais peur. Peur de Madame Colette, qui était capable de tout pour protéger son orgueil blessé. Mais Madame Colette n'est plus là, et je suis un vieil homme qui ne veut pas partir de ce monde avec ce fardeau sur sa conscience. Monsieur Aurélien s'assit à côté de Camille, lui prenant la main pour lui donner de la force. Raconte-lui tout, Firmin. Il est temps. Le vieil homme ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. La mort de Monsieur Ignace n'a pas été un accident, ce fut un sabotage. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. L'échafaudage où il travaillait a été trafiqué. Quelqu'un a desserré les assemblages la nuit précédente. Quand Monsieur Ignace est monté ce matin-là, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne s'effondre. Comment le savez-vous? Camille pouvait à peine parler. Parce que j'étais là cette nuit-là. Madame Colette m'a envoyé surveiller que le travail soit fait. Je ne savais pas exactement ce qu'ils allaient faire, seulement qu'elle voulait donner une leçon à son fils rebelle. Les larmes commencèrent à couler sur le visage ridé de Firmin. Je n'ai jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. Je n'ai jamais imaginé qu'ils le tueraient. Ma grand-mère a ordonné la mort de son propre fils? Pas directement. Elle a engagé quelqu'un pour lui faire peur, pour qu'il ait un accident mineur qui le fasse réfléchir. Mais l'homme qu'elle a engagé est allé trop loin. Firmin sanglotait ouvertement. Maintenant, quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai voulu parler. J'ai voulu aller à la police, mais Madame Colette m'a menacé. Elle a dit que si j'ouvrais la bouche, ma famille en paierait les conséquences. Camille pleurait en silence. Chaque larme était chargée de décennies de douleur, de mensonges, d'injustice. Pourquoi parlez-vous maintenant? Parce que vous le méritez, parce que votre père le mérite. Et parce que j'ai vu ce que vous avez fait dans ce restaurant quand vous avez refusé de vous agenouiller devant cette femme cruelle. Firmin la regarda avec admiration. Ignace aurait fait exactement la même chose. Vous êtes sa fille, et il est temps que le monde sache la vérité sur lui. Monsieur Aurélien intervint. Firmin est prêt à témoigner officiellement. Avec sa déclaration plus les documents de Léonard, plus l'enveloppe du détective que nous n'avons pas encore ouverte, nous avons suffisamment pour rouvrir le dossier. Mais ma grand-mère est déjà morte. Camille dit, elle ne peut pas payer pour ce qu'elle a fait. Non, Monsieur Aurélien admit, mais nous pouvons blanchir le nom de votre père, nous pouvons récupérer l'héritage qui vous a été volé, et nous pouvons nous assurer que l'histoire soit racontée correctement. Cette même nuit, Léonard Beaumont arriva à la maison de Monsieur Aurélien avec l'enveloppe qu'il avait gardée pendant des décennies. Ses mains tremblaient en la remettant. « Régina m'a quitté, dit-il d'une voix éteinte. Quand je lui ai tout raconté sur Ignace, sur le chantage, sur les secrets que j'ai gardés, elle est partie. Elle a dit que j'avais gâché sa vie avec un menteur. Je suis désolé, Camille dit, se surprenant à ressentir de la compassion pour cet homme. Ne le soyez pas, c'est ce que je mérite pour avoir gardé le silence si longtemps. Léonard regarda Camille avec des yeux rougis. Mais je veux faire les choses bien. Je veux que vous sachiez que je vais témoigner. Je vais tout raconter et je vais rendre chaque centime qui aurait dû être à votre famille. Ensemble, ils ouvrirent l'enveloppe du détective disparu. À l'intérieur, il y avait des photographies, des documents et une lettre adressée à Léonard qui n'avait jamais été lue. Monsieur Beaumont, disait la lettre, si vous lisez ceci, cela signifie que je n'ai pas réussi à m'échapper. J'ai trouvé des preuves que la mort d'Ignace Fournier a été orchestrée par sa propre mère, Colette Fournier, avec la complicité d'un homme nommé Bernard Rivière qui travaillait comme contremaître sur le chantier. Je joins toutes les preuves. S'il vous plaît, rendez justice. Ces personnes ne peuvent pas continuer à détruire des vies impunément. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités légales. Maître Marianne Delacroix présenta le dossier aux autorités. Avec les témoignages de Firmin et Léonard, plus les documents du détective, plus le testament d'Ignace, la vérité éclata enfin. Les médias se firent l'écho de l'histoire. La journaliste Valérie Leblanc, une reporter d'investigation connue pour son intégrité, publia une série d'articles qui captivèrent la nation entière. L'histoire d'Ignace et Espérance, deux jeunes qui s'aimèrent contre toute attente, toucha les cœurs partout. Mais le plus important se passa devant les tribunaux. L'affaire Ignace Fournier fut officiellement rouverte et reclassée en homicide. Bien que les responsables directs soient déjà morts, le nom d'Ignace fut publiquement blanchi. Il n'était plus le fils rebelle qui avait abandonné sa famille. C'était un homme courageux qui était mort pour défendre son droit d'aimer. L'héritage de Camille fut restauré. Les avocats calculèrent qu'avec les intérêts accumulés pendant des décennies, le montant était considérable, suffisant pour changer des vies. La première chose que Camille fit fut de payer toutes les factures médicales de sa mère. Madame Espérance reçut le meilleur traitement disponible, et quelques semaines plus tard, les médecins signalèrent une amélioration significative de son état cardiaque. Le cœur guérit quand il cesse de porter des secrets, dit Madame Espérance quand on lui annonça la bonne nouvelle. Le mien peut enfin se reposer.
Camille utilisa une partie de son héritage pour créer la Fondation Ignace Fournier, dédiée à aider les jeunes issus de familles modestes à accéder à l'éducation et aux opportunités d'emploi. La devise de la Fondation était une phrase que son père avait écrite dans l'une de ses lettres à Espérance. L'amour véritable construit des ponts là où d'autres voient des abîmes. Danielle fut nommée directrice de la Fondation, quittant son travail au restaurant pour se consacrer à quelque chose qui comptait vraiment. Gaspard Leroy, le comptable qui avait eu le courage de parler, reçut une protection juridique et un nouvel emploi dans une entreprise où son honnêteté était valorisée plutôt que punie. Monsieur Aurélien retrouva enfin la paix qu'il avait cherchée pendant des décennies. « Ton père serait si fier de toi », disait-il constamment à Camille, si incroyablement fier. Et Régina Beaumont, la femme qui avait tout déclenché par sa cruauté au restaurant, vit son monde s'effondrer. Le divorce de Léonard la laissa avec beaucoup moins que ce à quoi elle s'attendait. Ses amitiés de la haute société lui tournèrent le dos lorsque la vérité sur l'origine de la fortune Beaumont fut rendue publique. La femme qui avait autrefois exigé que Camille s'agenouille était maintenant évitée à chaque événement social de la ville. Un an après cette nuit fatidique au Dôme d'Or, Camille retourna au restaurant, mais cette fois, elle ne venait pas en tant que serveuse, elle venait en tant qu'invitée d'honneur. Monsieur Aurélien avait acheté l'établissement et l'avait rebaptisé Maison Ignace, en mémoire de son frère. La nuit de l'inauguration, le salon était rempli de personnes qui avaient fait partie de cette histoire. Il y avait Daniel et Gaspard, Firmin et Maître Marianne, Léonard, qui avaient trouvé une certaine rédemption dans son honnêteté tardive, et bien sûr Madame Espérance, plus saine et radieuse que jamais. Camille se leva pour prononcer un discours, et le salon se tut. Il y a un an, ici même, une femme m'a ordonné de m'agenouiller pour ramasser une cuillère par terre. Elle voulait m'humilier, elle voulait prouver qu'il y avait des gens nés pour servir et des gens nés pour être servis. Elle marqua une pause en regardant les visages de tous les présents. Cette nuit-là, j'ai choisi de ne pas m'agenouiller, non pas par orgueil, mais parce que ma mère m'a appris que la dignité est la seule chose que personne ne peut vous enlever, seul vous pouvez l'abandonner. Les larmes brillaient dans de nombreux yeux. Mon père, Ignace Fournier, a choisi l'amour plutôt que la fortune, a choisi ma mère plutôt que son héritage, et a payé le prix le plus élevé pour ce choix. Mais ce que ses ennemis n'ont jamais compris, c'est que l'amour véritable ne peut être détruit. Il peut être réduit au silence, il peut être caché, mais il trouve toujours le moyen de s'épanouir. Camille leva son verre. Ce soir, je ne porte pas un toast à la victoire, ni à la vengeance. Je porte un toast à mon père, dont l'amour nous a donné la vie. Je porte un toast à ma mère, dont la force nous a permis de tenir. Je porte un toast à tous ceux qui ont eu le courage de dire la vérité quand il aurait été plus facile de garder le silence. Et je porte un toast à chaque personne qui a été sous-estimée, ignorée ou humiliée par ceux qui se croient supérieurs. Sa voix se renforça d'émotion. Que cette histoire nous rappelle que le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent ni dans le statut. Il est dans l'amour que nous donnons, dans la dignité que nous maintenons et dans le courage de rester debout quand le monde entier nous demande de nous agenouiller. Le salon éclata en applaudissements. Madame Espérance s'approcha de sa fille, les larmes coulant sur ses joues, et la serra dans ses bras comme si elle n'allait jamais la lâcher. « Ton père est là », murmura-t-elle à son oreille. « Je peux le sentir. Il est si fier de toi, ma petite, si fier. » Camille ferma les yeux, et à ce moment, elle put presque le sentir aussi. Une présence chaleureuse, aimante, qui l'enveloppait comme une étreinte d'au-delà. La petite fille qui avait grandi en croyant que son père l'avait abandonnée, savait maintenant la vérité. Elle avait été aimée, profondément, complètement, inconditionnellement aimée. Et cet amour transmis de père en fille à travers des décennies de silence avait été plus fort que tous les mensonges, toutes les trahisons, toute la haine. Dehors, la nuit était claire et pleine d'étoiles. Camille sortit un instant sur le balcon, respirant l'air frais, sentant la paix qu'elle avait enfin trouvée. Une étoile filante traversa le ciel. « Merci, papa », murmura-t-elle à l'univers, « pour tout. » Et quelque part, dans cet espace entre le ciel et la terre où habitent ceux qui nous aiment, Ignace Fournier sourit. Sa fille était restée debout, et c'était tout ce qu'il avait toujours désiré pour elle.